Je vais vous parler aujourd'hui de la contrainte de Turing. La contrainte de Turing, c'est une contrainte littéraire relativement récente, puisqu'en fait, elle porte ce nom depuis la publication de Sphinx, le roman d'Anne Garretta en 1986. Et peut-être même quelques temps après, puisque elle est nommée et reconnue, entre guillemets, par l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, dans les années qui suivent comme une contrainte euh, officielle. Qu'est-ce que c'est la contrainte de Turing? Eh ben, c'est assez simple, en fait, sur le papier, en tout cas quand on la décrit comme ça. Il s'agit de retirer du texte toute trace qui permettrait de savoir quel est le sexe d'un personnage, du narrateur et ou d'un personnage du livre. Alors c'est ce que fait Anne Garretta en 1986 dans Sphinx. Le narrateur, c'est à la première personne. Le je n'a pas d'attributs qui permettent de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et c'est le cas aussi d'un deuxième personnage qui est simplement auquel l'autrice attribue non pas un prénom, mais une voyelle, le A, avec une étoile, une simple initiale pour dire qui est le deuxième personnage, et on ne saura pas tout du long du roman lequel de ces deux, quel est le sexe de chacun, le genre de chacun de ces deux personnages. Alors, elle qualifie ça a posteriori de contrainte de Turing. Pourquoi? Parce que par assimilation quelque part du test de Turing. Le test de Turing, c'est le test qui permet de savoir si on a affaire ou pas à une IA, une intelligence artificielle. C'est le test qui, une fois que l'intelligence artificielle le passe, eh ben, on peut considérer qu'il n'y a plus vraiment de différence entre l'homme et la machine. En fait, ça consiste à faire dialoguer un utilisateur avec l'IA et avec l'homme, et que l'utilisateur soit incapable de faire la différence entre l'humain et la machine. Là, il s'agit d'être incapable de faire la différence entre l'homme et la femme dans le texte. Alors ça apparaît, cette contrainte, dans Sphinx en 86. C'est permis aussi parce qu'il y a eu des prémices de ça, notamment chez Monique Wittig, qui a travaillé et rendu possible ce travail d'Anne Garretta ensuite. C'est une contrainte qui trouve sa place très naturellement dans l'histoire des littératures à contrainte, qu'on rapproche de La disparition, le roman de Pérec, dans lequel la lettre E disparaît, ce qui fait aussi d'ailleurs disparaître un peu du genre féminin, parce qu'en français, sans le E, il est difficile de genrer. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce qu'en fait, cette contrainte, c'est une contrainte que j'utilise dans le roman que je publie au Tripode au mois de mai 2025. Je m'approprie cette contrainte de Turing. Alors, ça apparaît pas comme ça de nulle part, et ça sort pas de nulle part dans le roman. Ça arrive dans la continuité de mon premier roman qui s'appelait Parfois l'homme, et autour duquel il y a eu pas mal de questions sur le genre, pourquoi je m'intéressais autant à l'homme et pas à la femme, qu'est-ce qui faisait, est-ce que je ferais un jour parfois la femme. Et puis c'est des choses que j'avais un peu anticipées, puisque dans le roman Parfois l'homme, le chapitre 69 par exemple, enfin pas, il y a cette contrainte qui est appliquée, sans que je sache d'ailleurs à l'époque que c'était la contrainte de Turing, et je ne connaissais pas Sphinx à ce moment-là. J'ai découvert tout ça ensuite au fil de discussions, et puis je me suis vraiment intéressé au sujet. Le chapitre 69, c'est le chapitre dans Parfois l'homme où l'homme part en voyage de noces. Et dans ce chapitre court, comme tous les chapitres de Parfois l'homme, il n'y a aucun indice qui permette de savoir si l'homme part en voyage de noces avec un homme ou avec une femme. Alors c'est quelque chose qui
qui est quasi invisible dans le livre. D'ailleurs, si je ne le fais pas remarquer, en général, les lecteurs, les lectrices ne le voient pas. Mais c'est déjà là. Et j'ai voulu tirer le fil un peu plus loin encore dans ce nouveau roman, en passant par un texte non publié que j'ai écrit à la deuxième personne, donc le tu, deuxième personne du singulier, où ce tu est un homme. C'est-à-dire que ce tu est un homme, et c'est pas hyper courant, mais c'est pas non plus super original. C'est une histoire d'amour que j'ai écrite en me disant c'est vraiment sur l'amour que je veux écrire. Et dans cette histoire inédite, sera peut-être publiée un jour, de mon vivant ou pas, advienne que pourra, mais dans cette histoire inédite, ce tu renvoyé à un homme, et peut-être qu'en l'écrivant aussi, ça a mûri en moi. Pourquoi est-ce que ce tu qui s'adresse au lecteur ou à la lectrice serait forcément un homme? Et donc j'ai poussé ça, j'ai encore poussé ça, et je me suis dit, est-ce que je peux écrire un roman à la deuxième personne du singulier, le tu, et que ce roman n'implique pas que le tu soit un homme ou une femme, ce qui permettra à la lectrice comme au lecteur de se retrouver dans le texte. Alors il y a des prédécesseurs sur ce sujet, je peux en citer deux. Un roman que j'aime beaucoup, qui est Un homme qui dort de Georges Perec, qui est écrit à la deuxième personne du singulier, ce tu, et comme son titre l'indique, le tu est un homme. Et je me demande ce que ça peut faire à une femme de lire un tu qui s'adresserait un peu à elle, en tout cas dans la logique du dialogue, mais qui en fait renvoie à un personnage masculin. Et puis il y a la même chose dans un roman très connu, Si par une nuit d'hiver un voyageur, d'Italo Calvino. On est toujours dans l'Oulipo, où effectivement le tu s'adresse au lecteur et pas à la lectrice, au début du roman et tout le long du roman. Ce qui est drôle, c'est que dans Si par une nuit d'hiver un voyageur, il y a un jeu aussi, il y a un narrateur à la première personne. Et Italo Calvino s'est posé la question, il le dit dans un texte, de modifier le genre du jeu en fonction des chapitres, ou au moins de faire un chapitre où le jeu serait féminin, ce qu'il n'a pas fait. Donc il y a ce tu qui renvoie aussi au vous de la modification de Butor, par exemple, où on s'adresse au lecteur. Donc c'est quelque chose de courant. Euh, c'est Et moi, ce tu, j'ai voulu en faire donc un tu non genré, qui s'adresse au lecteur comme à la lectrice sans aucune indication. Alors ça a des impacts, et j'aime pas ce mot impact, ça a des conséquences sur le style. Ça a été dit et redit parce que le texte d'Anne Garretta a été évidemment étudié. Il y a un autre texte qui est traduit en français, qui est un texte moins connu de John Scalzi, qui est paru chez Atalante, qui s'appelle Les Enfermés, dans lequel on a comme ça un personnage qui, tout du long du roman, n'est pas, n'est pas genré, et on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme. Ce qui a posé des questions, parce que là, c'est à la traduction, puisque c'est un roman écrit en anglais. Donc, et les contraintes ne sont pas exactement les mêmes par rapport au féminin en anglais et en français, dans les accords, dans le you, etc., etc. Donc, on a des choses un peu différentes. Il y a évidemment quelques autres tentatives ou expérimentations. Je pense à Janet Winterson, qui a écrit Whiten on the Body en 92, mais pas tant que ça. Principalement des femmes, si j'exclus John Scalzi, et aucune expérimentation, aucun essai à ma connaissance en utilisant la deuxième personne du singulier, ce que je trouve euh, assez incroyable, parce que j'ai étudié, alors plutôt après avoir écrit, j'ai plus approfondi après avoir écrit qu'avant, pour pas être trop influencé par la théorie. Mais je trouve assez incroyable que personne ait testé ce tu qui s'adresse à la fois aux femmes et aux hommes, qui en lui-même est un pronom épicène, mais qui s'adresse toujours à quelqu'un. Et que donc ce que je tente de faire avec Autoroute, ce tu qui renvoie à la lectrice comme au lecteur, sans indiquer de préférence, et ben ce tu-là n'est pas été expérimenté avec la contrainte de Turing.
Alors pourquoi l'utiliser? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ben, pour moi, pas grand-chose. Alors il y a évidemment toute une dimension féministe, queer, réflexion sur les genres qui est très forte dans un certain nombre de choses, y compris dans Sphinx en 86. Pour moi, ce qui est intéressant avec le tu, c'est vraiment d'aller interroger, et pas moi, c'est que le lecteur, la lectrice s'interroge sur ce qu'il voit, ce qu'il ressent. J'ai eu quelques lectrices et lecteurs, pas beaucoup au moment où je vous parle, parce que le livre n'est pas encore sorti au moment où j'enregistre cette vidéo, mais qui ont eu des réflexes assez différents et puis variants au fil du roman. Et ça m'intéresse beaucoup, je pense, non pas d'apporter une réponse sur le genre et sa place et sa construction. C'est pas je saurais pas faire ça bien et je suis pas militant et c'est pas mon propos. Mon propos est beaucoup plus centré sur ce qu'est l'ambiguïté de la langue, ce que la langue permet dans son ambiguïté, ce qu'elle nous dit. Et je préfère être en position où bah, ça pose des questions à la lectrice et au lecteur qui se voit renvoyer ses propres représentations et que chacun, chacune se confronte à ses propres images, à sa propre façon d'analyser les choses. Il y a un côté ludique qui m'a beaucoup plu à l'écriture. Il y a des vraies difficultés pour raconter une histoire, pour pas être redondant dans sa façon d'écrire, et puis quelque part pour que ça se voit pas, parce que peut-être qu'il y aura des lectrices, des lecteurs qui ne le verront pas. C'est le cas hein, sur les témoignages par rapport au roman Les Enfermés de Scalzi, où un certain nombre de critiques sont passés à côté de cette histoire de genre, et ça n'empêche pas de lire le roman, loin de là. Donc, euh, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai fait un travail d'écriture où la langue dit quelque chose, renvoie quelque chose, laisse de la place à l'interprétation pour la lectrice et le lecteur, que personne lira. Personne ne lira le même texte parce que chacun se verra renvoyer des choses différentes, analysera les choses différemment. Mais c'est toujours le cas dans un roman. On écrit autant de romans qu'il y a de lectrices et de lecteurs. Mais voilà, c'était la petite histoire de la contrainte de Turing qui, moi, m'importe dans ce cadre-là et à propos de laquelle je voulais faire ce petit point en vidéo pour expliquer les choses. Euh, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me raconter en commentaire, par mail, d'une façon ou d'une autre, ben, vous, comment vous avez vécu ça? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ou est-ce que ça vous semble totalement artificiel et sans intérêt? Ça me surprendrait. Euh, bah, à bientôt. J'ouvre la discussion et j'ai vraiment hâte, là, au moment où j'enregistre, et ben, d'avoir les premiers retours par rapport à par rapport à ce choix stylistique, cette contrainte, ce que ça apporte au texte. Voilà. Et bien donc à bientôt. À bientôt.